Pourquoi est-ce que les inégalités augmentent? Déjà, on a vu le principe. Les gens qui n'ont pas d'argent, les belles-sœurs, qui sont à zéro, ils ont besoin d'argent. Donc ils vont à la banque et ils empruntent. Est-ce que c'est eux qui payent les intérêts? C'est eux qui payent les intérêts. C'est eux qui travaillent 2 fois plus pour payer les intérêts. Donc est-ce qu'ils vont réussir à s'enrichir en monnaie? Ben non, parce que eux, il faut qu'ils en trouvent plus que ce qu'on leur a donné. Donc il faut qu'ils se bagarrent pour en trouver plus à rendre que ce qu'ils ont reçu. Donc, si on est pauvre et que par exemple on est à découvert le 15 du mois, un découvert ça coûte combien en intérêt? C'est 17-18%. Hein? Si on est à découvert tous les mois pendant 15 jours, ça vous coûte 17 à 18% d'intérêt en plus tous les mois. Donc plus on est pauvre, plus on est pauvre. Plus on est pauvre, plus on a des intérêts à payer, plus on s'appauvrit. Par contre, dans l'autre sens, est-ce qu'on peut dire que les gens qui ont de l'argent à la caisse d'épargne, ou de l'argent en SICAV, ou de l'argent en actions, ou de l'argent en obligations, ou des millions et des millions d'argent sur des comptes bancaires dans tous les pays, en Suisse, au Liechtenstein, dans tous les paradis fiscaux, et les gens qui ont leurs petites économies en France, ces gens-là, s'ils ont de l'argent sur un compte en banque qu'ils n'utilisent pas, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'argent dont ils n'ont pas besoin au quotidien? Bah oui, c'est de l'argent qu'ils ont, moi je dirais carrément en trop. Hein? On peut dire. Voilà. Et donc ces gens-là, bon, évidemment, à petite échelle, bon voilà, vous avez peut-être 10 000 € à la caisse d'épargne, etc. Mais ça, il faut pas, c'est pas la peine de culpabiliser pour ça, quoique. Mais ça n'a rien à voir avec les sommes, je dirais, colossales qui sont dans le monde et qui rapportent énormément d'argent à ceux qui ont, non pas un petit peu trop, mais beaucoup d'argent en trop, qu'ils n'utilisent pas. Oui, parce que là, un petit peu trop, ça peut être si on a des petit matelas de sécurité, voilà. Si on a des lunettes, voilà, c'est bien ça, sûr. un petit peu trop. Bien sûr. C'est un investissement tout à fait, tout à fait. Mais il y a, en proportion, il suffit d'une personne qui ait 15 milliards pour que cette personne-là ait autant qu'un milliard de personnes qui ait 1000 ou 10 000 euros. Donc en proportion, où vont les intérêts des pauvres? Justement, les intérêts des... Évidemment, ils vont payer en partie le secteur bancaire, qui vit de la différence, et ils vont payer ceux qui ont de l'argent en quantité considérable sur leur compte bancaire. Donc en fait, le système qu'on a, mécaniquement, mathématiquement, il appauvrit les plus pauvres et il enrichit les plus riches. C'est un système fondé sur l'avidité. Mais je ne sais pas, c'est difficile de dire ça. C'est difficile de dire ça. Peut-être que que ce système-là, il a été mis en place par des hommes d'affaires. Bon, il y a c'est pas du tout une théorie du complot. Il y a eu effectivement un certain nombre d'hommes d'affaires qui se sont réunis en 1910-1913 pour créer la Banque fédérale américaine, pour prendre le monopole de la création monétaire du dollar. Donc c'est le business du siècle, hein, c'est clair. Mais sinon, le système, il s'est mis en place petit à petit. Historiquement, il y a toujours eu une lutte entre les États, entre les royaumes, le secteur bancaire. Les rois et les royaumes ont toujours voulu frapper monnaie, c'est-à-dire émettre eux-mêmes les pièces et les billets en faisant leurs propres dépenses, de manière à ce que leurs citoyens, on disait leurs sujets à l'époque, puissent avoir de la monnaie et puissent l'échanger entre eux, ce qui a créé le marché, etc. Et puis, le secteur bancaire a compris que c'était un truc extraordinaire, une source de pouvoir et d'enrichissement exponentiel extraordinaire. Et donc, le secteur bancaire a réussi à convaincre les États, les royaumes, de créer la monnaie à leur place et de leur prêter de l'argent créé ex nihilo. C'est quand même très fort. Mais bon, ça évitait aux royaumes de, entre guillemets, s'endetter dans leur propre monnaie. Donc, c'est des conflits extrêmement complexes qui durent depuis des centaines d'années, et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est toujours le même conflit. Sauf que c'est nous, en tant que citoyens, qui prenons conscience de tout ça et qui nous disons,
peut-être que ça serait bien que nous, en tant que citoyens, on reprenne ce business-là à notre compte et qu'on le fasse de manière libre et équitable et juste. C'est un peu comme les gaz à effet de serre. C'est un peu Comme les gaz à effet de serre. C'est une activité d'avant qui. Oui, voilà, les voilà. conséquences actuelles. Alors, en même temps, on produit les conséquences de demain, quoi. Alors, pour parler de l'avidité, quand même, j'en touche un petit mot parce que vous regarderez les travaux d'un scientifique, sociologue et deux ou trois autres activités, un homme assez jeune, il a une quarantaine d'années, qui s'appelle Paul, il a un nom marrant, il s'appelle Paul Piff, PI2F. Et il fait depuis vraiment des années des études pour essayer de déterminer est-ce que c'est l'avidité qui fait que on a des règles du jeu inégales, ou est-ce que c'est le fait que des règles inégales existent qui créent certains comportements qui ressemblent à de l'avidité. Et il semblerait, d'après ces études-là, que ce soit les règles du jeu qui fassent les comportements. C'est extraordinaire. Il a en particulier une expérience au point qui est, vous regarderez sur Internet, vous tapez Paul Piff, où il fait jouer, il a pris une centaine d'étudiants, un échantillon donc très représentatif au niveau statistique, et il les fait jouer au Monopoly l'un contre l'autre, à deux joueurs. Ils sont sur une table comme ça, il y a le jeu de Monopoly au milieu, et ils sont filmés par deux caméras différentes, et on prend les deux caméras et on les met côte à côte sur le même écran. Donc on peut vraiment observer les réactions des deux joueurs. Sauf que, à un des deux, en tirant à pile ou face, on donne un avantage monstrueux sur l'autre. On lui dit, toi tu vas prendre 100 $ à chaque tour, toi tu vas prendre 200 $ à chaque tour. Toi tu vas commencer avec 10 000 $, toi tu vas commencer avec 20 000 $. Toi, le petit truc qu'on va te donner, on va te donner le godillot, la chaussure, et toi, on va te donner la Rolls-Royce. Il y a 4 critères. 100 $ au lieu de 200, 10 000 au lieu de 20 000, la godasse au lieu du... Et il y a un quatrième truc que j'ai... L'idée. Alors là, je dis chapeau. Il y en a un qui a un dé, l'autre qui en a deux. Évidemment, celui qui est désavantagé, il lance un dé, et l'autre il lance les 2 dés. Donc il fait 2 tours pendant que celui-là en fait 1, en moyenne. Et on constate évidemment, au bout de 5 minutes, que celui qui a les 4 avantages, les 3 avantages mathématiques plus la Rolls-Royce, évidemment, il gagne, il n'y a pas de couture sur l'autre. Et là, on constate des choses extraordinaires. Je vous ai pas dit un truc, il y a un bol de bretzel, équidistant des deux joueurs. Et on constate un truc, 2 trucs, enfin plein de trucs. Le perdant, au bout de, ça commence au bout de 6-7 minutes à peu près. Le perdant, il faudrait un petit truc, un petit... Elle a remporté ses... Attends, je vais prendre une pièce. Voilà. Le perdant, il a tendance à rapetisser. Ils ont mis des mesures pour mesurer la position des pieds, c'est-à-dire ils ont pris des mesures scientifiques pour mesurer le volume que chaque joueur occupe corporellement. Le perdant, il a tendance à rapetisser et il déplace sa pièce, il déplace son truc comme ça. Le gagnant, il a tendance à grandir, à prendre des positions comme ça, à lever les bras à chaque fois qu'il marque des points, et il déplace sa pièce comme ça. C'est hallucinant. Deuxième chose, le bol de bretzel, le gagnant mange 2 fois plus que le perdant. Et au niveau des comportements, il y a des moments où le perdant est tellement découragé qu'il traîne un peu pour bouger sa pièce. Le perdant lui prend sa pièce et lui bouge à sa place. Et ça se vérifie quel que soit l'échantillon. Quelles que soient les personnes. Sur 100 personnes, on serait dans l'échantillon,
on ferait ça si on était d'un côté, on ferait ça si on était de l'autre. Ils ne partagent jamais un moment donné. Parce qu'il y a ça aussi, en fait. Il y a le constat de la réalité. Ils savent, en même temps, ils savent qu'ils sont dans une expérience scientifique. C'est comme ceux qui Mais j'ai pas lu. pour tuer quelqu'un. C'est comme l'expérience, la fameuse expérience de Milgram, que vous avez peut-être entendu parler. Mais au niveau neurologique, moi j'ai entendu, enfin, comme je ne suis pas neurologue, c'est un peu dur à expliquer, même à piger, c'est que le cerveau, les connexions dans le cerveau et les endroits dans le cerveau différents s'allument. Et au fur et à mesure qu'on crée un comportement, on crée des connexions qui vont de plus en plus dans le sens guerrier, alors que si on choisit d'autres règles du jeu, eh bien on crée des connexions qui vont de plus en plus dans le sens de la solidarité. Alors à l'école, comme on apprend dès la crèche à se battre les uns contre les autres, on crée des connexions et on rend les gens de plus en plus guerriers, alors que si on jouait dans des jeux coopératifs, on transformerait l'homme de manière à ce qu'il crée d'autres règles du jeu. L'éducation des enfants, c'est qu'au niveau neurologique, on construit le cerveau. Ça fait des différences physiques, mesurables. Ça, on peut transformer notre esprit. Voilà. Oui, c'est flexible, c'est très flexible. Et quand on dit l'homme est beaucoup méchant, c'est parce qu'on le rend, on le fabrique de cette manière-là. Ça, Alors, pour terminer sur cette petite question-là, c'est passionnant. Il y a une deuxième expérience aussi pour essayer de voir dans la réalité qu'est-ce qui se passe par rapport aux gens qui ont des gros moyens et des gens qui ont des petits moyens. Donc, c'est une expérience toute bête. Ils mettent un témoin sur un trottoir face à un passage clouté. Et ça se passe en Californie. En Californie, quand il y a un passant qui va pour traverser, le code de la route dit la voiture doit s'arrêter au passage clouté. En France aussi d'ailleurs, pas à Paris. Bref, et donc il y a le scientifique est un petit peu en amont et coche les voitures qui arrivent. Et il regarde les réactions des voitures qui arrivent. Est-ce qu'ils s'arrêtent ou est-ce qu'ils passent sans laisser traverser les gens? Et donc il note les voitures qui arrivent de 1 à 5. 1, c'est la Volkswagen pourrie. 2, c'est la petite 106 d'occasion. 3, c'est la 206 qui a 2 ans. 4, c'est la BMW qui a 6 mois. Et 5, c'est la Mercedes SL neuve. De 1 à 5. Et on s'aperçoit que les 4 et les 5 passent sans laisser passer les gens. En proportion. Statistiquement, c'est tout à fait mesurable. Alors, je voudrais dire quand même deux choses pour ne pas être complètement pessimiste. Première chose, c'est que ces comportements-là, ils ont tendance à isoler. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir des gens qui traversent et qui nous font perdre du temps quand on est riche, on a tendance à éviter les circonstances où on serait confronté à ça. On ne va jamais dans les quartiers pauvres, on ne va jamais dans les restaurants pas chers, on ne va que dans des choses où on ne peut pas être mis en contact avec ce qui nous rappellerait la réalité dans laquelle nous ne voulons pas vivre. Et une deuxième chose quand même qui est assez encourageante, c'est qu'ils ont fait certains tests aussi en faisant alors une autre expérience. Alors je ne sais plus très bien comment ça se passait, mais oui, c'est ça. Il y a une expérience où on manipule un peu les gens, pareil, un échantillon d'une centaine de personnes, on les manipule un petit peu, on leur fait faire des tests et des petits exercices qui ont tendance à leur faire croire qu'ils ont de la chance, qu'ils pourraient s'enrichir et qu'ils ont de la valeur personnelle. Et on prend un autre échantillon à qui on fait d'autres tests qu'ils ont tendance à rater, où on leur fait croire qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes et qu'ils sont un peu ratés, qu'ils sont un peu pauvres. Et après, à la fin du test, évidemment, l'heure d'après, on leur dit la vérité, que c'était ce test-là qu'on leur faisait croire. Bon. Bref, il y a 50% des gens qui sortent en se disant « Oh, super, j'ai réussi », et 50% des gens qui se disent en se disant « Merde, c'est bizarre, j'ai réussi ce truc, que j'ai raté ce truc-là ». Et là, le vrai test se produit. Il y a une personne qui arrive,
avec des cartons et des dossiers dans les bras, et qui trébuche et qui fait tomber tous ces dossiers. Et on regarde qui l'aide à ramasser, qui ne l'aide pas. Les gens qui sont sortis avec une belle image d'eux-mêmes l'aident moins que ceux qui sont sortis avec une mauvaise image d'eux-mêmes. La solidarité, donc, semble-t-il, c'est un peu une image de... Enfin, en tout cas, c'est le contraire d'une image de... devrait améliorer son image. Voilà. Et donc, je termine en disant, si, au même sujet, à qui on a fait croire qu'ils étaient très puissants et tout, et qui donc, dans un premier temps, n'aident pas à ramasser les dossiers par terre, on prend d'autres échantillons encore, on fait le même test, sauf que à ceux à qui on a fait croire qu'ils étaient très forts, on leur a fait voir 1 heure avant des images de gamins dans des dépotoirs à chercher des détritus, des images de gens dans une ville d'un pays en voie de développement, etc. On leur fait voir quelques secondes de ces images-là, mélangées dans d'autres images, de manière à ce qu'ils n'aient pas conscience qu'on leur a fait voir ça exprès. C'est hallucinant comme expérience. Donc, 1 heure avant, on leur fait voir des images de pauvreté. Puis, on leur fait faire le test qui leur fait croire qu'ils sont très forts et très riches. Et bien à ce moment-là, ils aident à ramasser les dossiers par terre.